tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 6 février et voici les titres qui seront développés dans ce journal. La commission mixte franco-monégasque s'est réunie ce matin à Nice. Les grandes lignes dans cette édition, elles étaient 84 en 2019, les personnes à avoir obtenu la nationalité monégasque. Une réception a été organisée à la mairie en leur honneur. La légende des rallyes, une exposition de la collection privée de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco. Plusieurs pilotes sont allés la découvrir. Et enfin, votre Focus Info sera consacré aujourd'hui à l'étape régionale de la Coupe Georges Baptiste, un concours qui met en avant le travail des maîtres d'hôtel. Nous nous rendons au palais préfectoral à Nice pour la traditionnelle réunion transfrontalière franco-monégasque, une réunion qui a pour objectif de discuter des dossiers du quotidien. Reportage d'Alexandra Pagny et Sylvain Péroumal. Depuis 2005, la commission locale transfrontalière de coopération franco-monégasque est organisée annuellement en alternance à Monaco et à Nice. Ce 6 février, c'était au palais préfectoral, situé non loin de la promenade des Anglais et du cours Saleya, que les deux parties se sont réunies. Elle a pour vocation de traiter les dossiers du quotidien et de bon voisinage, notamment en matière de transport, d'aménagement, d'affaires sociales et d'environnement. La France apporte beaucoup à Monaco. Mais Monaco apporte aussi beaucoup à la France. Mais compte tenu de cette communauté géographique, nous sommes obligés de régler en permanence un certain nombre de petits sujets. Alors ça se fait évidemment sur un plan, je dirais, quotidien, entre les différents services de la Principauté, les différents services de l'État dans la région PACA et dans les Alpes-Maritimes, mais c'est bien de faire un point général, de s'obliger 2 fois par an à traiter de tout sous le regard et avec la contribution de tous les services et de toutes les collectivités territoriales. Un traitement concret des dossiers avec l'ensemble des acteurs impliqués. Cette commission a un rôle de facilitateur et de médiateur pour faire avancer les différents sujets traités. C'est un point d'étape dans un travail qui est un travail continuel. On se parle et on se voit toute l'année avec le préfet Bernard Gonzalez et évidemment avec l'ambassadeur Laurent Stefanini. Donc cette commission cristallise un travail qui se poursuit. Donc on a parlé du logement des actifs français dans les communes limitrophes. J'ai eu l'occasion déjà de vous en parler. Nous avons parlé du réseau ferroviaire et de l'accès à la gare de Monaco pour les personnes qui viennent en train. Nous avons parlé du refuge pour les animaux, la SPA. Nous avons parlé du détachement des travailleurs des sociétés monégasques, notamment dans le transport routier, qui font du cabotage sur le département des Alpes-Maritimes. Voilà des sujets très concrets sur lesquels, avec nos collègues français, nous trouvons toujours des solutions ou en tous les cas, nous mettons en place des groupes de travail qui devraient permettre à terme de trouver des solutions. Pour moi, cette commission était très importante parce que c'est la première à laquelle je participe depuis mon arrivée dans les Alpes-Maritimes. Et depuis cette date de prise de fonction, je dois dire que j'ai été séduit par la qualité des relations entretenues avec la Principauté. La commission aujourd'hui permet de concrétiser les efforts réalisés dans le cadre de groupes de travail, dans le cadre d'entretiens bilatéraux, dans le cadre de rencontres, et de formaliser un peu les choses pour reprendre acte de ce que nous avons fait et aussi discuter de ce qui nous reste à faire pour améliorer le quotidien de ceux qui vivent sur ce territoire qui est magnifique et qui mérite effectivement qu'on fasse tout pour les délivrer parfois de tracasseries administratives. Il y en a. Régler des dossiers courants, mais parler également des grands sujets d'avenir et notamment dans le domaine des transports. Voici tout l'enjeu de cette commission. Ce jour était évoquée par exemple la question d'une possible liaison maritime entre Nice et Monaco. Direction la mairie qui a organisé mercredi soir une réception en l'honneur des personnes qui ont acquis la nationalité monégasque en 2019. Sandrine Nègre était sur place. Ils ont des âges très divers et représentent ainsi différentes générations. Ils partagent au moins un point commun, ils ont acquis la nationalité monégasque il y a peu, en 2019. Reçus en mairie à l'occasion de cette réception, ils ont pu tout d'abord entendre le maire, Georges Marsan, qui n'a pas manqué de rappeler les valeurs chères aux Monégasques.
C'est un événement très important, acquérir la nationalité monégasque. Et moi, ce que je veux toujours rappeler pour la réception, c'est que devenir monégasque, ce n'est pas seulement acquérir un passeport, un papier administratif ou avoir tout simplement des avantages. C'est vraiment adhérer à notre culture, à nos traditions, à cette communauté unie autour de du prince et de la famille princière. Devenir monégasque, un instant qui restera pour toutes ces personnes chargées d'émotions. Beaucoup d'entre elles ont grandi sur le territoire et se sont toujours senties très proches des traditions monégasques. C'est une grande reconnaissance de la principauté pour nous, parce que c'est le pays qui m'a accueilli et que j'ai fait toutes mes écoles et que donc sans lui je ne serais rien. Il m'a tout apporté, l'école, l'éducation, et c'est un très beau pays. C'est une réalisation au bout de 45 ans à Monaco de devenir finalement monégasque. C'est très important. Aujourd'hui plus peut-être, on s'en rend compte au fur et à mesure. On connaît beaucoup de monde malgré tout, donc on se sent déjà chez nous depuis toujours. J'ai l'habitude de rappeler un peu ce que fait notre institution, non seulement pour les monégasques, mais pour toute la population de Monaco. C'est-à-dire qu'on suit la personne de la naissance jusqu'à la fin, puisqu'on a tous les services adéquats. On a justement la petite enfance, nous avons le maintien à domicile des personnes âgées, l'animation. Et puis, je rappelle un petit peu les projets prioritaires pour la population monégasque. Évidemment, on a l'environnement, mais on a également, cette année, pour ces quelques années, une priorité nationale, puisque nous sommes main dans la main avec le gouvernement, sur la transition numérique, avec notamment la nouvelle carte d'identité monégasque électronique qui verra le jour en 2021 et qui offrira des e-services à nos monégasques. Donc j'essaie de rappeler un peu cette institution qui est ancienne de 8 siècles et aujourd'hui qui a beaucoup évolué et qui est vraiment au cœur de la vie tout simplement de Monaco. Un peu plus de 80 personnes ont acquis la nationalité monégasque, 84 précisément, autant de nouveaux membres donc dans la grande famille des monégasques. Nous vous en avons déjà parlé sur Monaco Info, une exposition de voitures de rallye de la collection privée de son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco. Plusieurs pilotes se sont retrouvés afin de découvrir ces bolides qui ont marqué l'histoire de l'automobile. Reportage de Vanessa Dessy. Elles ont fait rêver des millions de spectateurs sur les routes du monde entier. Plus de 50 voitures de rallye sont réunies en principauté dans une exposition exceptionnelle. À l'occasion du 23e rallye Monte-Carlo historique, de nombreux pilotes s'étaient donné rendez-vous aux terrasses de Fontvieille. Je suis ravie parce que on a l'arrivée du Monte-Carlo historique qui est arrivé cette nuit. Donc depuis quelques temps, j'ai essayé d'envoyer des petites invitations aux personnalités un peu célèbres comme le team des chefs du rallye de Monte-Carlo historique ainsi que les pilotes comme Walter Röhrl, Rauno Altones, Bruno Sabi. J'ai même Bernard Béguin qui n'a pas participé au rallye mais qui est venu, il nous a fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Donc voilà, beaucoup d'énergie. J'ai été les voir un par un pour leur demander de venir parce que ça me faisait tellement plaisir de leur présenter cette magnifique exposition de la légende des rallyes qui pour moi me tient à cœur. Donc voilà, je suis ravie qu'ils puissent être là aujourd'hui. Parmi les invités, des pilotes de renom tels que Bruno Sabi qui redécouvre la 205 Turbo 16 sur laquelle il a franchi la 5e place du classement général au rallye Monte-Carlo en 1985. C'est vrai que j'ai fait partie de cette équipe qui avait été la révolution dans le sport automobile. Quand les groupes B sont arrivés, il y avait un engouement extraordinaire pour cette discipline qui a toujours été populaire, mais là ça avait vraiment explosé au niveau du public et puis des médias. À l'époque il y avait Vatanen, Salonen, Kankkunen, donc j'étais le seul petit français là au milieu de tous ces spécialistes de la glisse qui étaient les Finlandais. Alors c'était pour moi la première apparition sur cette voiture au rallye de Monte-Carlo. C'est vrai que ça avait été dur parce que c'était complètement différent de tout ce que j'avais connu jusque-là. Et puis la pression de représenter un constructeur avec un patron aussi prestigieux que Jean Todt. Donc ça avait été un moment très, très délicat pour moi. Et j'avais joué la sécurité en terminant 5e, en ayant gagné quand même
une spéciale ou deux. Enfin voilà, quoi, j'avais pas fait un mauvais rallye, ce qui m'a permis de rester dans cette équipe et puis après même de gagner avec cette équipe. Donc ça reste un grand souvenir, cette époque avec la Peugeot 205 Turbo 16. Bernard Béguin a lui aussi marqué l'histoire du sport auto en ayant été à plusieurs reprises champion de France des rallyes. L'ancien pilote est très ému de revoir toutes ces autos qui ont fait vivre le championnat du monde des rallyes. Je pense que c'est une merveilleuse initiative, je trouve. Même moi, je veux dire, de fait, j'étais en train de faire le tour de toutes les voitures qui sont là. Et il y a vraiment toute l'histoire du rallye que j'ai connue moi-même. Et c'était vraiment des beaux souvenirs. J'ai beaucoup de voitures contre lesquelles je me suis battu. J'en ai même retrouvé une des miennes. Et c'est un vrai bonheur d'être là. Je pense que ça perpétue en tout cas l'esprit du rallye, c'est sûr. Le rallye qui évolue bien sûr dans ses règlements parce qu'aujourd'hui avec les problèmes d'environnement, de nuisance, tout s'adapte, et y compris la course automobile. Donc les rallyes aujourd'hui ne sont plus les rallyes que nous avons connus. Mais ça permet justement de perpétuer l'esprit du rallye et de passer les relais. Sont des témoins de ce qui s'est fait auparavant. Et là, franchement, quand on voit les voitures qu'il y avait, c'était des voitures tout à fait exceptionnelles. Cette exposition exceptionnelle, la légende des rallyes, refermera ses portes le 15 mars prochain. Notre focus info du jour nous amène au lycée technique et hôtelier de Monaco où s'est déroulé la semaine dernière l'étape régionale de la Coupe Georges Baptiste, un concours qui met en avant le travail des maîtres d'hôtel. Nous avons suivi les concurrents tout au long de la matinée. Reportage d'Alexandra Pani. Le métier de cuisinier est très souvent mis à l'honneur ces dernières années, mais pour faire fonctionner un établissement, les chefs ont besoin de personnel en salle compétent et accueillant. Ce sont eux qui font le lien entre le client et la cuisine. Ils sont les premiers que l'on croise lorsque l'on arrive et les derniers lorsque l'on repart. Le métier de maître d'hôtel demande de nombreuses qualités. Ce sont ces qualités qui sont mises en avant dans ce concours créé en 1961. Cette coupe a été créée il y a 60 ans par des maîtres d'hôtel parisiens qui voulaient mettre en valeur les services de salle. En 1975, cette coupe est passée avec des écoles hôtelières, puisqu'avant il n'y avait que la formation entre guillemets, ce que l'on appelait sur l'état ou l'apprentissage. Après on est passé sur des lycées hôteliers qui ont fait une formation spécialement. Et en 1975, la coupe Georges Baptiste a été créée. Et depuis maintenant 1991, cette coupe Georges Baptiste est devenue européenne également. Le déroulé de la matinée est chargé. 10 candidats se sont présentés pour la région PACA. Ils ont une épreuve écrite qui porte sur 5 thèmes et 7 épreuves pratiques. Stressée. Ouais. En fait, j'ai passé ma première épreuve et c'était une épreuve écrite. Donc au début, ça allait. Et puis je suis passée à l'argumentation commerciale et là, c'était le carnage. J'y arrivais plus, mais ça devrait aller pour la suite. Je suis assez confiante, donc ça devrait aller. Après, c'est la pratique, c'est plus facile. Ouais. L'argumentation, tout ça, franchement, ça devrait aller. Merci beaucoup. C'est l'épreuve de la Coupe Georges Baptiste, donc là en l'occurrence il s'agit d'élèves donc, qui préparent ce concours. Là on est sur la présélection qui peut peut-être les emporter en finale à Paris le 23 mars. On attend des élèves qui aient un minimum de professionnalisme, mais surtout de préparation, un minimum de connaissance des produits avec lesquels ils travaillent et qu'ils puissent nous donner satisfaction sur une certaine aisance professionnelle déjà, même s'ils sont élèves. Une certaine aisance professionnelle, un sens du contact également, de l'interaction avec des faux clients qui sont là pour les juger notamment. Mais voilà, ce qu'on attend d'eux, c'est une bonne préparation surtout. Être vendeur aussi, hein. Ce ne sont pas que des porteurs d'assiettes, nos serveurs, il faut aussi qu'ils vendent le produit, donc connaissance du produit même, mais aussi la connaissance du vin. Voilà. On se met vraiment dans le contexte d'un restaurant, voilà, où on prend une commande et où le serveur doit... Enfin, c'est quand même important pour notre métier. Et puis le métier de cuisinier est tellement valorisé aujourd'hui qu'aujourd'hui on a envie que le métier de serveur soit autant valorisé.
Travailler une viande, découper un saumon, réaliser une crêpe flambée devant un client, valoriser un coulommier, mais aussi passer derrière le bar pour réaliser un cocktail au shaker. Des mises en situation pour évaluer les connaissances techniques des élèves. Donc, bonjour à vous, donc je me présente, je m'appelle Jessie et je serai votre barman. Donc aujourd'hui je vais réaliser devant vous un Havana Cancha, qui est un cocktail élaboré principalement à partir de rhum Havana Club 7 ans d'âge, qui est un rhum cubain. C'est un concours qui demande plusieurs qualités, que ce soit technique, intellectuelle, sur les métiers de bouche, sur le restaurant, avec un atelier bar, un atelier viande. Alors, ça peut être un flambage, un découpage, un atelier poisson, des connaissances sur le fromage, des connaissances également sur l'atelier écrit. C'est assez général et c'est assez représentatif du métier. Depuis 2 ans, la sélection régionale est de nouveau organisée en PACA. 5 élèves s'étaient présentés l'an passé. Pour cette édition, ils sont 10. Le vainqueur de l'année dernière, Vito, était de Monaco. C'est pour cela que le lycée technique et hôtelier de Monaco organisait pour la première fois cette édition 2020. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'anticipation, beaucoup de prévision, mais tout se fait et à partir de ce moment-là, donc pas trop de soucis. Disons que ça se passe bien aujourd'hui. Tout ce qui a été fait a bien tourné, quoi, on va dire. Je t'ai parlé du fromage, parce que fais gaffe, il est vachement créeux, vraiment. Crémeux, beaucoup. Crayeux. Ah, crayeux, oui, il y a le plat crayeux. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais, c'est vraiment pas bon. Ouais. Il est pas bon. Il est pas surtout en accompagnement le pain. Ah oui. Oui, bah non, parce que je parlais avec je sais plus qui tout à l'heure, elle m'a dit oh merde, j'avais le pain avec le fromage. D'accord, ouais. T'es passé à la viande? Non, pas encore. Fais gaffe aux cépages sur les accompagnements au vin. T'as fait quel atelier pour le moment? Là, j'ai fait les desserts, les crêpes, la viande et l'analyse du coulommier. Ça s'est passé comment? Oh, très bien. Mais ce que je redoute, c'est argumentation commerciale. C'est un peu le plus compliqué. Ouais. On croise les doigts. Sur une assiette, pour reprendre le saumon et le dresser sur une autre assiette, il y a un but particulier? Parce que si je fais des tranches trop grosses, au moins ça sert d'assiette pas de présentation, mais de dépôt pour les tranches les plus grandes, et je choisis du coup à ce moment-là les tranches les plus fines pour les servir aux clients. On recherche quelqu'un déjà qui est capable de travailler dans un restaurant, à savoir avant tout qu'il ait une présentation impeccable, toujours le sourire, et puis qu'il ait envie d'être là, il faut que ça se ressente. Il faut qu'il soit congruent, c'est-à-dire qu'il faut que ce qu'il exprime, ça se voit sur lui-même. Ça, c'est important, la congruence en restauration. Ensuite, au niveau technicité, il y a un sujet qui est donné, le sujet, ils le connaissent depuis quelques mois maintenant. Il y a une technique particulière à maîtriser, il doit la développer, la démontrer. Après, au niveau des connaissances, encore une fois, les produits qui sont ici, ils connaissent ces produits depuis de nombreuses semaines, donc il y a un minimum de travail qu'on leur demande. Sur la manière, l'origine des produits, sur la typologie des produits, il y a bien forcément une notion de coût et de prix qu'ils doivent maîtriser. Et après, ce sont des échanges qui sont, je pense, cordiaux, quoi. On n'est pas là pour les sanctionner, parce qu'on n'est pas là pour ça, loin de là, on doit être bienveillant. C'est un mot qui est important dans la manière d'évaluer les choses. Nous, on est contents parce qu'on voit des candidats et puis il faut participer, donc ça, c'est l'essentiel. Et puis, on a plaisir aujourd'hui à les découvrir. Ils sont tous différents, avec des motivations et des connaissances qui sont différentes aussi, donc c'est bien. On essaie de les mettre à l'aise ici. Ouais. Donc voilà, il faut qu'ils comprennent que oui, c'est un concours, oui, mais on n'est pas là pour juger, on est là pour... Si on peut faire quelque chose pour eux, si on peut leur apporter ou enseigner quelque chose aujourd'hui, c'est bien. Alors déjà pour la phase olfactive, je pourrais dire que c'est un fromage qui n'a pas forcément une odeur forte, puisqu'il est fait au lait cru. Franchement super bien, j'étais super à l'aise. Après j'avais mes connaissances, donc ça allait plutôt bien. Le jury était assez cool, j'ai trouvé. Et puis voilà, après j'ai lâché tout ce que je savais et puis ça a coulé comme de l'eau dans une source, quoi. Fin des épreuves, le jury a délibéré. Alors quel sera l'élève qui ira représenter la région lors de la finale à Paris en mars? Il vient de Draguignan, élève passionné et assidu, c'est donc Jessie Lott qui a remporté cette épreuve régionale.
Mes grands-parents ont eu un restaurant et étant plus jeune, j'ai toujours été dans le milieu de la restauration et ça m'a toujours intéressé. Et j'ai commencé à travailler avec eux et j'ai décidé de m'inscrire à l'école hôtelière de Draguignan parce que c'est ce qui me plaisait, c'est ce que je voulais devenir plus tard, en fait, un maître d'hôtel. Et j'ai effectué le Rotary Club à Draguignan et depuis ma professeure a décidé de m'inscrire justement à la Coupe Georges Baptiste. Que des compliments, je dirais, volontaire, sérieux, travailleur. Et c'est une immense fierté de travailler avec lui. Le local de l'étape Lorenzo termine à la 2e place et sur la 3e place du podium, une féminine, Axel, venue de Fréjus. Les couleurs de la PACA seront donc fièrement représentées par l'élève de Draguignan le 23 mars prochain à Paris pour la grande finale et tentera de remporter son sésame pour la compétition européenne. Quel temps va-t-il faire dans les prochains jours? Voici la météo. Du soleil, des nuages et de la fraîcheur, ce sont les prévisions de cette semaine. Vendredi, la journée sera partagée entre passages nuageux et éclaircies. Une belle journée dans l'ensemble, tandis que le week-end sera plus en demi-teinte avec un ciel gris et très nuageux samedi. Quelques apparitions ensoleillées dimanche, mais elles se feront plutôt rares. Lundi, une journée agréable avec le retour du ciel bleu. Quant à mardi, la journée sera radieuse et lumineuse avec de belles plages ensoleillées. Du côté du thermomètre, les températures descendront à 4 degrés vendredi et les maximales resteront stationnaires de vendredi à dimanche, oscillant entre 10 et 11 degrés. Le thermomètre affichera un beau mercure mardi avec 18 degrés. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.